Danielle Mitterrand, l'ancienne première dame de France, est décédée à Paris ce matin à l'âge de 87 ans. Elle aura marqué l'Europe, l'Afrique, disons le monde, à travers ses actions humanitaires. Des fleurs défilent devant la résidence familiale des Mitterrand à Paris depuis l'annonce du décès. Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous. En ouverture, ce communiqué du gouvernement de la République qui a appris avec consternation et tristesse les accidents de circulation survenus à Koltong, à Franceville, ayant occasionné le lourd bilan humain de 6 morts d'une part, d'autre part de graves blessures corporelles. Dans ces circonstances douloureuses, le gouvernement de la République tient à marquer toute sa solidarité et adresse aux familles des victimes. Au nom du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et aussi impropre ses condoléances les plus sincères, il leur exprime toute sa compassion. En image, cette fois, au palais de la présidence de la République, cette audience que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordée au maire de Libreville, Jean-François Toutou-Mémane, au menu des discussions, des questions d'ordre structurel, le compte-rendu avec nos confrères de la presse présidentielle. Bienvenue Minko, Barthelbois, Cédric Aleka. L'échange du palais présidentiel se situe au lendemain du Conseil des ministres délocalisés de l'Estuaire. Le maire de Libreville est venu exposer des préoccupations essentielles et prioritaires pour la municipalité. Nous avons pensé que après cette tournée qui a été une réussite totale et à l'intérieur de la province de l'Estuaire et plus particulièrement, n'est-ce pas, à Libreville, donc nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions venir faire part au président de la République, chef de l'État, certaines préoccupations qui nous paraissent être prioritaires. Au cœur des préoccupations de Jean-François Toutou-Mémane, l'hôtel de ville de la capitale gabonaise. Le bâtiment, érigé en 1977, subit le poids de son âge. Le président de la République, d'ailleurs, s'est rendu récemment à l'hôtel de ville à l'occasion d'un événement d'ordre privé. Et il a dû se rendre compte un peu de l'état de vétusté de certaines parties du bâtiment de l'hôtel de ville. Élu à la tête de la mairie de Libreville en mai 2008, le maire Jean-François Toutou-Mémane est également confronté au problème des effectifs du personnel municipal. Je fais savoir au président de la République 2300 agents, dont la plupart n'ont pas de bureau. Et donc la plupart ne travaillent pas. C'est aussi un problème très préoccupant. Le président de la République m'a écouté et je pense que pour le bâtiment, je lui ai apporté des plans faits par des grands architectes et il a dit qu'il va voir avec les grands travaux. Au-delà d'une simple cure de jouvence, l'hôtel de ville, à l'aube du mandat de l'actuelle équipe dirigeante, doit encore faire face à la démographie galopante de la capitale avec ses 800 000 habitants et les phénomènes induits d'insalubrité et d'urbanisation anarchique. Coopération Gabon-ONU, la piraterie maritime en question. Une délégation onusienne séjourne à Libreville pour discuter de cette question avec les autorités gabonaises. Cherel Bongota, Patrick Odjan, les détails. La piraterie maritime, le phénomène prend de l'ampleur dans la sous-région et en l'occurrence dans le golfe de Guinée. Comment y faire face? Quelles mesures doivent prendre les États pour juguler le phénomène? Y a-t-il urgence à agir? Voilà autant de questions lancinantes auxquelles les pays en proie à la piraterie maritime doivent y répondre. Les Nations Unies estiment, elles, pour leur part, qu'en votant la résolution 2018 le 31 octobre dernier, le Conseil de sécurité montrait déjà aux États la voie à suivre comme moyen de lutte efficace. Et c'est le sens des échanges de vues ce matin aux affaires étrangères entre le ministre Paul Tungui et la mission dépêchée par Ban Ki-moon aux fins d'inviter le Gabon et tous les États de la sous-région à organiser un sommet pour arrêter ensemble des stratégies de lutte contre la piraterie dans les eaux du golfe de Guinée et ses environs. La volonté politique du Gabon, elle est totale et constante. Et ça, je me réjouis parce que sans ça, on ne peut pas avancer.
le Gabon est prêt de coopérer avec tous ses frères de l'Afrique centrale comme de l'Afrique de l'Ouest. Pour nous, c'est assez encourageant. Le Conseil a demandé aux États membres du Golfe de Guinée, du pays de Golfe de Guinée, de convoquer un sommet d'urgence. Ce sommet-là permettrait donc l'adoption d'une stratégie commune. Il ressort des rapports faits dans tous les États en proie au phénomène de la piraterie maritime, une baisse réelle du volume des échanges commerciaux qui risque à terme de compromettre l'activité économique. La délégation onusienne poursuivra sa mission en Angola, au Congo, au Cameroun et en Guinée équatoriale pour délivrer le même message. La Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite vient de signer un accord de partenariat avec le commandement en chef des forces de police nationales. Il s'agit de lutter de façon synergique contre la corruption et l'enrichissement illicite. Détails et explications, Joseph Biogué, Cyril Bertrand-Galécourt. Ce sont les locaux de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui ont servi de cadre pour la signature de cette convention d'accord entre le président de la dite commission et le co-chef de la police nationale pour une coordination de leurs actions afin de mieux contrôler les écarts des dépositaires de l'autorité de l'État. C'était simplement la concrétisation d'une démarche qu'on a commencée il y a 3 ans, depuis qu'on a pris nos fonctions. Notre premier slogan, c'était la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, notre affaire à tous. Et ce message a été entendu, j'ai envie de dire, par toutes les forces de l'ordre, par la police et la gendarmerie. En prélude à la journée nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite du 9 décembre prochain, les médias qui ont pour but de suivre et relayer le travail fait sur le terrain par les agents de la commission et ceux des forces de police nationales bénéficieront d'ici peu d'une formation en journalisme d'investigation leur permettant de mieux cerner le contour de ce travail délicat. Dans la ligne qui est la nôtre, travailler, ce n'est pas faire du bruit. Nous savons qu'il y a un moment réservé pour que tout soit mis au grand jour. Il est à signaler que plusieurs véhicules ont été déjà saisis par les membres de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite en partenariat avec les agents des forces de police nationales et feront l'objet d'une présentation officielle devant les médias très prochainement. Le lancement du processus participatif dont l'objectif est de contribuer à développer la culture du dialogue entre les différents acteurs nationaux du MAEP, c'est l'objet de cet atelier qui s'est ouvert à Libreville en présence de nos reporters Biwaou Mikala et Serge Nzengi Mabila. C'est en présence du ministre en charge de l'intégration régionale et du NEPAD et du président de la Commission nationale du MAEP que se sont ouverts les travaux de l'atelier national de lancement du processus participatif. À la lumière de l'engagement du chef de l'État gabonais ces dernières années, il est évident que le rapport du Gabon est attendu. C'est le lieu de rappeler, Monsieur le ministre, que le chef de l'État a souhaité que ce rapport se singularise par l'objectivité, par la qualité de l'analyse de situation et surtout par la pertinence du plan d'action qui sera adopté pour accompagner l'évaluation qui sera faite dans les jours et les semaines qui viennent. Saluant les représentants des pays amis et les partenaires au développement, au nom du Premier ministre Paul Biya-Gumba, le ministre en charge de l'intégration régionale et du NEPAD a mis en relief l'importance de cette rencontre. Cet atelier national de lancement du processus participatif du MAEP contribuera sans aucun doute à développer une culture de dialogue entre les différents acteurs interactifs et les membres de la Commission nationale, les instituts techniques de recherche et les chefs des secteurs démocratie et gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance des entreprises, développement socio-économique, à l'effet de mieux cerner la philosophie et les enjeux du MAEP pour notre pays. L'organisation de l'atelier national de lancement du processus participatif survient un mois jour pour jour après la signature du mémorandum d'entente par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, le 21 octobre 2011.
de l'ouverture des travaux du comité régional de coordination de la CEMAC, des travaux qui se tiennent à Libreville, des assises qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet électrification périurbaine intensive de la CEMAC. Les détails dans ce reportage de Jacques Fourier-Mongungu, Joseph Biyogué. Cette 4e session de la capitale gabonaise réunit les directeurs généraux des sociétés d'électricité, les directeurs généraux des ministères de l'énergie, des experts du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Tchad, de la République démocratique du Congo, du Gabon, des représentants de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Union européenne. Nous sommes à la 5e année, à l'orée de la 5e année du projet, un projet qui a démarré depuis 2008 et nous en sommes donc à faire le bilan, l'évaluation des activités sur les 2 volets du projet, le volet planification énergétique et le volet branchement périurbain intensif. C'est à cet effet que l'enjeu de cette session de la 4e réunion du comité régional est important, du fait que nous allons donc examiner les écarts, les résultats du projet et envisager la finalisation du projet parce qu'il s'agit en 2012, la dernière année, de procéder à la démultiplication des actions du branchement du projet. Les participants à cette rencontre cherchent entre autres à élaborer et promouvoir une politique de développement électrique coordonnée sur l'hydroélectricité, optimiser le marché des combustibles domestiques. La clôture de ces travaux est prévue ce mercredi après-midi. Voilà un reportage signé Jacques Fourier-Mongumba Maloulou. Le renforcement des capacités sur le droit OHADA évoqué à la Chambre de commerce de Libreville en faveur des partenaires au développement que sont les commerçants et les entrepreneurs. Les détails dans ce reportage de Paulin Siaki et Yvette Okosa. Comprendre le droit des affaires OHADA. Comprendre et utiliser les règles du droit OHADA pour leurs activités quotidiennes au sein des entreprises qui sont les leurs et enfin avoir une base juridique essentielle pour un commerçant ou un entrepreneur, c'est ce qui a constitué l'essentiel de la formation du séminaire. Initié par l'Association des praticiens du droit OHADA Gabon en partenariat avec la Chambre du commerce, d'agriculture, d'industrie des mines et de l'artisanat du Gabon. Nous allons absorber la méthodologie de formation du Centre international du commerce et de celle du secrétariat permanent, et ce qui va permettre la vulgarisation dans le Gabon entier de ces petites questions. Un conseil à viser est plus important que l'argent. On a dit que, pour parler des Chinois, paraphraser Doré, il paraît qu'ils nous ont dit que nous donner du poisson, c'est bien, nous apprendre à pêcher, c'est encore mieux. Ici, on est là pour nous apprendre tous à pêcher. Parce que, comme a rappelé l'un d'entre nous, on n'est pas homme d'affaires. On le devient. Mais c'est justement en se confrontant, en fréquentant ceux qui ont une expertise plus grande que la nôtre, qu'on apprend et que demain, après-demain, on pourra devenir des grands hommes d'affaires. L'ITC, le Centre du commerce international, qui dans le cadre de la CEAC, a tenu à apporter quant à lui son concours. Un renforcement de capacité managériale soutenu par les différents participants. Pour ceux qui sont encore dans le monde informel, c'est l'occasion ou jamais d'avoir des substances réelles pour intégrer le monde formel. Nous avons beaucoup appris au cours de ce séminaire. Moi, je suis responsable financier dans un bureau de change. On a appris beaucoup dans la fiscalité gabonaise. On sait comment maintenant traiter les salaires, les impôts sans pour autant subir les pénalités. Cet apport du genre aux professions intervenant dans la vie de l'entreprise s'étendra très prochainement à l'intérieur du pays. Port-Gentil étant la prochaine étape.
Et puis ce communiqué de la Direction générale du Centre de développement des entreprises CDE qui invite tous les Gabonais exerçant une activité économique, commerciale et artisanale dans les domaines suivants: bâtiments et travaux publics, tout corps d'État, transport, hôtellerie, nightclub, motel, restauration, bar, salon de coiffure, cybercafé, institut de beauté, boulangerie, pâtisserie, location et lavage de voitures, location chaises et tentes, entretien, espace vert et les artisans, à une importante réunion ce jeudi 24 novembre 2011 à 16h à la salle de conférence du ministère de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme, CISA à Rambo. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. La promotion de l'entrepreneuriat gabonais, on en parle effectivement dans cette édition d'information. L'une des recommandations de l'atelier 1 des États généraux des PME, PMI organisés en début de cette année. Les médias gabonais et la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, ont un rôle majeur à jouer dans la matérialisation de cette recommandation. Joseph Biogué, Benjamin Evin Biné. Désireux de concevoir un modèle durable et viable de l'économie gabonaise dans l'optique de la matérialisation du triptyque Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services, les États généraux des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat tenus à Libreville du 31 janvier au 2 février 2011 avaient, sur recommandation du chef de l'État Adjali Bongo Ondimba, abouti sur un certain nombre d'orientations. Nous avons voulu élaborer avec les experts de la communication, les outils de communication, puisque les PME se plaignent qu'elles ne peuvent pas prendre en charge de la publicité, un certain nombre d'émissions télévisées pour faire valoir leurs produits. Donc nous avons fait venir, comme vous avez pu voir, toutes les presses publiques, privées, écrites, audiovisuelles, pour voir comment médiatiser au maximum les petites et moyennes entreprises gabonaises qui ont vraiment beaucoup de services et de production à faire valoir et qui souffrent un peu de la méconnaissance de leur activité. Dans l'approche stratégique mise en place pour optimiser les performances des PME gabonaises, la presse est invitée à jouer un rôle de premier plan. Il est évident que la presse occupe une place de choix dans l'organisation des entreprises parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, le marketing, c'est l'alpha et l'oméga des affaires. Et dans le marketing, on a besoin de la communication. Une entreprise sans communication est une entreprise morte. Les représentants des médias publics et privés, membres du comité de suivi de l'atelier de recommandation 1, ont donc pour mission de contribuer à mettre sur pied l'approche communicationnelle qui puisse permettre aux PME dites faibles de promouvoir leurs activités, leurs produits et leur image. La promotion 2011 de l'ENEF, l'École nationale des eaux et forêts baptisée Marie-Thérèse Vanet, au cœur d'une cérémonie à laquelle prenaient part quelques membres du gouvernement, la marraine et nos reporters Jean-Pierre Moussami Timoué et Gervais Fabrice Odjouga. Au terme de plusieurs années d'études, les élèves de la promotion 2011 voient leurs efforts couronnés par la remise des diplômes attestant de leurs compétences. Il s'agit ici des ingénieurs de conception, des ingénieurs de technique et des agents techniques des eaux et forêts. La particularité de cette cérémonie est que le côté paramilitaire de l'administration des eaux et forêts a été pris en compte. À l'endroit de mes collaborateurs immédiats et à l'ensemble du personnel en poste à l'ENEF, je leur demande de se ressaisir et d'emboîter le pas de l'émergence, car l'ENEF est une école émergente, doit être une école émergente, une école d'excellence, administrative, pédagogique et scientifique. Cette cuvée 2011 qui a unanimement porté son choix sur Marie-Thérèse Vanet, en raison des qualités morales et intellectuelles qui sont les siennes, aura fait en cela un choix incontestable. C'est avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision unanime des étudiants de cette promotion de porter leur choix sur moi comme marraine. Chers filleuls, vous êtes désormais appelés à intégrer le monde du travail, ce milieu où les verbes à conjuguer sont oser, changer, apprendre, positiver et exiger. Oser parce qu'il n'y a pas de réussite sans risque. Vous connaîtrez certainement quelques échecs, mais il faut savoir rebondir. C'est d'ailleurs dans cela que se trouve le véritable valorimètre de votre capacité à transcender les difficultés professionnelles. Cette cérémonie déjà exceptionnelle, en raison de son côté militaire, a été rehaussée par la présence de deux membres du gouvernement, à savoir Raymond Donsima en charge de l'agriculture et Christian Mananan des eaux et forêts. Chère marraine,
il nous plaît de vous rendre très respectueusement un hommage mérité pour avoir accepté de parrainer cette promotion 2011, dont la particularité est d'être une promotion charnière entre l'ENEF classique et celle de l'ENEF professionnel au travers d'un centre de formation continue au métier de la forêt ainsi que l'ENEF supérieur arrivé au système licence master doctorat LMD. L'École nationale des eaux et forêts, créée en 1953, vient de sortir l'une des plus grandes cuvées de son histoire. L'événement s'est soldé par un défilé militaire, une photo de famille et un vin d'honneur. Les ministres Magloire Gambia de l'économie, Emmanuel Isozengonde du budget et des comptes publics au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Le ministre de l'économie a évoqué avec les sénateurs la loi des finances rectificatives 2011. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse du Sénat, Guy Roger Lendira, Hilarion Akombo, Alfred Robaki. Au Sénat, le ministre de l'économie et du commerce, Magloire Gambia, a expliqué aux vénérables sénateurs les raisons qui ont amené son département ministériel à prendre la décision de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative pour 2011. Un projet de loi qui s'articule autour de 5 points: l'environnement international, le cadre macroéconomique, les ressources budgétaires au premier trimestre 2011, les ressources du collectif budgétaire pour l'année 2011, la politique économique et fiscale, mais aussi la stratégie d'endettement de l'État pour 2010-2012. Le ministre précisera aux sénateurs, en ce qui concerne les ressources du collectif budgétaire pour l'année 2011, qu'ils sont maintenus au niveau initial. Les ressources du budget de l'année au-dessus de la loi de finances rectificatives sont maintenues au niveau initial, soit 2365,6 milliards de francs CFA, dont 2220,8 en ressources propres et 150 milliards de francs CFA en ressources empruntes. Les ressources propres comprennent 1305,4 milliards de francs CFA de recettes pétrolières et 915,4 milliards de francs CFA de recettes non pétrolières. Il convient de signaler que les recettes pétrolières intègrent un montant de 127,8 milliards de francs CFA correspondant aux remises de l'eau à Sodara pour la transformation. Les recettes non pétrolières sont estimées à 915,4 milliards de francs CFA et se composent pour l'essentiel des droits de douane 42%, des impôts directs 32,3% et des impôts et taxes indirects 17,2%. Les ressources d'emprunt demeurent plafonnées à 150 milliards de francs CFA et constituent des tirages pour le financement des projets d'investissement. Ngabia va rappeler aux sénateurs que la politique économique est inspirée du programme du président de la République avec pour objectif le développement d'une forte croissance durable et diversifiée. Aussi, il précisera que la stratégie économique mettra l'accent sur l'amélioration de l'environnement des affaires, la poursuite de la construction des infrastructures et le développement des secteurs productifs. Les sénateurs de la Commission des finances apprendront également que pour la période 2010-2012, la stratégie d'endettement de l'État repose sur des axes précis, notamment l'amélioration de la conjoncture internationale et nationale et la mise en vigueur du règlement CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale de 2008, sur l'émission des titres publics et le développement du marché, et de conclure que les perspectives économiques et financières et le profil de l'endettement futur indiquent que notre pays, le Gabon, va demeurer solvable à court, moyen et long terme, car le taux d'endettement pour les 15 prochaines années se situerait en moyenne à 12,7%. Dans l'autre phase d'audition, le ministre du Budget et des Comptes publics, Emmanuel Isozengonde, a pour sa part soumis le volet charge de ce projet de loi rectificative aux sénateurs de la Commission des finances, un projet de loi des finances rectificative 2011 élaboré conformément aux dispositions de l'article 48 de la Constitution et de la réglementation en vigueur. Nous retrouvons nos confrères de la presse du Sénat. Grâce au vénérable sénateur, le chef du département du budget et des comptes publics, Emmanuel Isozengonde, énoncera que ce projet de loi trouve sa justification dans le besoin de finaliser les chantiers de la CAN 2012 dans les délais, de renforcer les crédits liés à l'organisation des élections législatives de décembre prochain, mais aussi de prendre en compte les mesures annoncées par le chef de l'État lors des conseils des ministres délocalisés. Il prend en compte également les réaménagements liés au plan d'urgence du secteur éducation en vue de répondre efficacement à la demande de formation supérieure. Que l'ensemble des charges, comme
je viens de le souligner, reste à son niveau initial, c'est-à-dire 2370,8 milliards de francs CFA et se répartit en charge de la dette pour 396,2 milliards de francs CFA, en dépenses de fonctionnement arrêtées à 1033,9 milliards de francs CFA, en dépenses d'investissement plafonnées à 857 milliards de francs CFA et en prêts avancés de dépôt pour 73,6 milliards de francs CFA. S'agissant du service de la dette, il se stabilise au niveau initialement arrêté, soit 396,2 milliards de francs CFA. Le questionnement des vénérables sénateurs suite à l'exposé du ministre tournera autour de certains points importants tels que la route, la suite des travaux entamés lors des fêtes tournantes, le manque de lisibilité sur certains points du budget, les aspects retraite et le coût de la CAD, mais aussi sur les mesures annoncées par le chef de l'État lors des conseils des ministres délocalisés. Questions auxquelles le ministre a tenu à donner des précisions, mais aussi à rassurer les vénérables sénateurs sur la faisabilité et l'exécution des projets, de la présentation de ce projet de budget rectificatif aux sénateurs pour examen et approbation. Emmanuel Isosé Ngondé, le ministre du budget, de la fonction publique et des comptes publics, était également à l'Assemblée nationale, au palais Léon-Bas de Libreville. Le compte-rendu de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale, Tim Boulengue, Jules Lafleur-Andemé. Deuxième audition en l'espace de quelques jours du ministre du budget et de la fonction publique chargé de la réforme de l'État. Dans la salle, Georges Damas Aleka, le ministre Isosé Ngondé, a présenté pour examen et ratification l'ordonnance numéro 007/PR du 11 août 2011 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. Après avoir pris acte du contenu de ce texte, les députés ont fait plusieurs observations, non sans avoir salué la décision du gouvernement de repousser la mise en œuvre de la budgétisation par objectif des programmes. À travers un jeu de questions-réponses, le ministre Isosé Ngondé a apporté des éclaircissements aux préoccupations des membres de la première chambre du Parlement, tout en donnant les raisons fondamentales de ce report. Honorables députés, la présente ordonnance diffère le passage au budget programme au 1er janvier 2015, au lieu de l'année 2012, comme initialement prévu. Ce report permet également de tenir compte des délais communautaires prenant cette dernière année comme le début du processus de transcription des directives dans l'ensemble des pays de la zone CEMAC. Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 24 se rapportant aux crédits non consommés au terme d'un exercice sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2011. De même, l'ordonnance en discussion prévoit que certaines dispositions de la loi organique numéro 031/2010 prennent effet à compter du 1er janvier 2014 pour permettre à notre pays d'être dans le peloton de tête. Il s'agit notamment des dispositions relatives à la nature des ressources et des charges de l'État, articles 1er à 8, à la nécessité d'évaluer dans la loi de finances le coût des dispositions réglementaires et législatives susceptibles d'affecter l'équilibre financier du budget et enfin aux opérations et aux acteurs de l'exécution du budget, article 61. Par ailleurs, des aménagements ont été apportés en matière de spécialisation des crédits, article 16, de définition des budgets annexes et de leur exécution, article 34, ainsi que des précisions dans les deux parties de la loi de finances de l'année, articles 45 et 54. Le gouvernement s'est fixé plusieurs objectifs, notamment en ce qui concerne l'équilibre et l'harmonisation des finances publiques. Au regard de ce qui précède, les honorables députés ont estimé qu'un travail reste à faire avant d'apporter leur approbation. Ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que le programme des travaux de l'Assemblée nationale pour la journée de ce mercredi 23 novembre 2011 est établi comme suit: 9h45, réunion du bureau, 11h, réunion de la conférence des présidents, 15h, réunion de la séance plénière. La présence des députés concernés par ces séances de travail est vivement souhaitée.
La suite de cette édition d'information, la tombée de rideau sur la tournée républicaine du président de la République dans la province de l'Estuaire. Les populations qui ont massivement répondu à l'appel du chef de l'État à l'issue des mesures du Conseil des ministres à Libreville se félicitent des projets sociaux en cours. Alexandre Barraud-Chambrier, l'élu du 4e arrondissement de Libreville, a longuement échangé avec les populations de cette circonscription. Le reportage d'Isabelle Bécalé et Arnaud Mengué. C'est en sa qualité de coordonnateur général qu'Alexandre Barraud-Chambrier s'est félicité de la participation des populations du 4e arrondissement aux manifestations de la tournée républicaine dans l'Estuaire. Face à l'auditoire de jeunes, de vieux, de notables, de femmes, de cadres et de membres de l'administration, mobilisés pour réaffirmer comme à chaque occasion leur adhésion à la politique d'Ali Bongo Ondimba, Alexandre Barraud-Chambrier a salué l'implication de la Première Dame dans les projets sociaux et communautaires, mais également l'issue des mesures gouvernementales qui visent à améliorer le quotidien des ressortissants de Libreville et singulièrement du 4e arrondissement. Nous sommes heureux ici au 4e arrondissement où le président de la République a gagné les élections présidentielles. Nous sommes heureux que les populations lui aient témoigné leur soutien, leur affection, je dirais même, par rapport à la politique qu'il mène, par rapport aux réformes courageuses qu'il mène. Et nous, les responsables, nous devons faire un effort de pédagogie pour expliquer le bien fondé des réformes qui sont parfois douloureuses. Mais en ma qualité de responsable politique, je suis tout à fait satisfait. Avait largement contribué à la victoire d'Ali Bongo Ondimba. L'action émergente s'inscrit donc dans la vision novatrice d'aménagement de leur cité. Ce qui les conduit aujourd'hui à tourner le dos aux propos réfractaires pour encourager la modernisation et marquer par leur présence un engagement certain. Les populations du 4e, comme les populations de tout le Gabon, savent que le président de la République prend des décisions courageuses dans l'intérêt général. Il s'agit de rebâtir une ville qui soit propre, qui soit plus belle, où il fait bon vivre. Et il faut reconnaître que sur les bords des trottoirs, dans certaines clôtures qu'il y a eu, c'est vrai du fait du manque de vigilance de l'administration, de nous-mêmes, comme l'a dit le chef de l'État, nous sommes responsables de cet état de fait. Aujourd'hui, le président de la République a pris la décision courageuse de remettre les choses en place. Bon, ça ne va pas sans heurts, ça ne va pas sans grincement de dents. Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc ce que nous devons faire, c'est d'expliquer, expliquer, faire de la pédagogie et préciser qu'il n'y a pas une communauté particulière qui est visée. Il n'y a pas un quartier particulier qui est visé. Il n'y a pas un arrondissement en particulier qui est visé. Ces mesures s'appliquent sur toute l'étendue du territoire et vont se poursuivre. Dans les deux sièges, le message est le même, à l'invitation des populations qui se sont réunies pour dire encore une fois leur engagement. Le ministre Barraud-Chambrier révèle l'intérêt d'accompagner toujours plus fidèlement le Gabon émergent et ses projets structurants. Vous vous souviendrez également, lors de la conférence de presse animée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à l'issue de cette 9e tournée républicaine, étape de la province de l'Estuaire, le chef de l'État avait annoncé des mesures, des projets à venir en matière d'alimentation en eau et électricité, un message relayé par les responsables politiques du 1er arrondissement de Libreville, Annabelle Chérel-Bongota. Il y a quelques jours seulement, les populations du quartier Bel-Air étaient en colère. Le manque d'eau potable et d'électricité les avait amenés dans la rue. Aujourd'hui, le calme et la sérénité sont de retour. Ces doléances-là, vous les connaissez, ces choses-là, ça existe depuis trop longtemps, c'est pas la peine qu'on en parle, parce que le dernier conseil des ministres avait parlé de ça, pour Bel-Air. Il y a une voiture qui vient de passer là pour voir les poteaux électriques, l'adduction d'eau et tout. Sur
les décisions, vous avez suivi le conseil des ministres ici à l'Estuaire. Oui. Donc, le ministre, le président a décidé de mettre ça comme programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité à Bel-Air et à Ali Bandeng. Donc c'est déjà une avancée, c'est déjà un acquis pour nous. On va seulement supporter. On a déjà attendu très longtemps. Donc cette petite partie-là qu'on va attendre, on va supporter ça. Venu rassurer les populations de ce quartier, le membre du bureau politique a appelé les uns et les autres à faire preuve de patience, car dans un futur proche, ces mots ne seront plus qu'un vieux souvenir. Ce communiqué, pour la suite de cette édition d'information, la candidate investie par le Parti démocratique gabonais au 3e siège du département de Lokano, Madame Françoise Assengon Obam, convie tous les ressortissants du district de Sam à prendre part à la réunion politique qu'elle organise ce mercredi 23 novembre 2011 à l'immeuble Arambo à partir de 17 h. Ce communiqué tient lieu d'invitation. La page politique de cette édition d'information, nous y restons. Et pour la boucle, Jean-Pierre Oyiba, candidat PDG du siège de Franceville, vient de communier avec sa base électorale vivant à Libreville. La rencontre a mobilisé de nombreux militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais. Victor Moununga, Edgar Djembidou Kaga. En août dernier, face aux impératifs d'unité et du devoir moral de soutenir le chef de l'État, Jean-Pierre Oyiba avait rallié à son message entre 2000 et 3000 habitants et ressortissants de Franceville. Cette remarquable mobilisation avait incontestablement joué dans son choix comme candidat PDG sur le siège de Franceville. Aujourd'hui, il est déterminé à évaluer sa base électorale. Il était aussi normal que je puisse rassembler cette diaspora de Libreville afin de m'adresser à elle pour que, ensemble, nous puissions nous mobiliser pour aller faire campagne d'une part et gagner les élections. Face et autour de lui, quelques électeurs encore indécis à convaincre même s'ils sont un petit nombre, mais surtout beaucoup de soutien à écouter pour certains précieux conseillers en raison de leur expérience politique. Franceville connaît Oyiba. C'est un fils de Franceville, un garçon généreux. Il y a seulement la griserie de hauteur. Le seul conseil que je peux donner à M. Oyiba, qu'il soit une voix qui porte le représentant du peuple, contrôle l'action du gouvernement, mais il doit pouvoir être écouté par l'exécutif. C'est pour ça qu'il faut envoyer des gens crédibles, compétents et qui connaissent le landerneau politique, tant intérieur qu'extérieur. Ils ont une certaine expérience. Moi, je ne peux que me réjouir de cet apport. Et c'est toujours sur eux que j'ai compté avant de pouvoir avancer. Le carré d'appui à Jean-Pierre Oyiba s'est définitivement constitué de tous les talents. La mobilisation du candidat PDG de Franceville et sa base sera déterminante dans l'accueil du secrétaire général Faustin Boukoubi vendredi prochain à Franceville. Deux informations à retenir pour la fin de cette édition d'information. Danielle Mitterrand, l'ancienne première dame de France, est décédée ce matin à Paris à l'âge de 87 ans. Elle aura marqué le monde par ses actions humanitaires. Et puis, ce soir, le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, René Desmaisons-Obiang, est l'invité de l'émission La Grande Interview, tout sur le sport, la CAN 2012, les enseignements du match Gabon-Brésil et d'autres sujets. Ne manquez pas ce rendez-vous. Merci à vous de rester fidèles à la première chaîne de télévision gabonaise. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20 h à Libreville.